Et salut à tous, c'est Jikubi qui vous retrouve aujourd'hui pour un tout nouvel épisode de Biotop. Un épisode qui n'aura pas été très facile à monter, je vous explique. Aujourd'hui, la science que je vous propose de découvrir, j'y ai mis les pieds il y a environ 6 mois. Donc je suis on ne peut plus novice et les résultats, les informations que je vais vous présenter dans cette vidéo, le temps qu'il a fallu pour les assimiler, les comprendre et enfin les restituer via cette vidéo, ça a mis un petit peu de temps, mais c'est là. Et aujourd'hui, je peux enfin vous proposer un nouveau biotope sur la science des mousses, la bryologie. Alors, une chose, vous allez me dire, encore un épisode de biotope. Et vous avez raison. Il y en a eu pas mal durant ces derniers mois, mais en ce moment, j'ai envie de vous présenter quelques petites sciences par-ci par-là. Et je trouve que biotope, c'est le meilleur concept pour faire ça. Et aussi, avant que l'épisode ne commence concrètement, j'aimerais juste vous faire 15 secondes de mini-cours sur la bryologie, car je conçois que c'est un sujet qui n'est pas très ragoûtant, surtout parce que c'est une science qui n'est pas forcément répandue au niveau du grand public, et qui peut être un petit peu lourde, un peu comme le zoologie sur la taxonomie, sur la classification. Donc j'aimerais juste capter votre attention 15 secondes sur une notion qui va être très importante pour cet épisode et qui le sera pour d'autres. Je vais vous introduire à la notion de sens strict et de sens large. Si cette notion elle existe, c'est tout simplement parce que dans le très large éventail de termes qui peuvent être utilisés dans le monde des sciences, il peut y arriver qu'il y en ait deux qui s'écrivent pareil, mais qui ciblent des choses différentes. Ça va être le cas ici dans cette vidéo, et il va être très important d'arriver à faire la distinction. Ce qui apparaît devant vous est un arbre de classification des bryophytes de manière très simplifiée. On y voit donc les trois taxons sur lesquels seront basés les termes qui seront présentés dans ce biotope. On a donc les marchantiophytes, les anthocérophytes et les bryophytes. Et c'est là où le sens strict et le sens large va prendre tout son sens. Parce que le taxon bryophyte que vous voyez là, c'est également le même terme quand on va englober ces trois taxons. Alors pour arriver à faire la distinction, alors sur le plan de la communication verbale c'est assez simple parce qu'on a le contexte, donc c'est aisé, mais quand on est à l'écrit c'est beaucoup plus difficile. Et c'est là où il va falloir prendre en compte ce sens strict et ce sens large. Quand on va parler du taxon bryophyte à l'écrit, on va l'écrire avec un B majuscule. En revanche, quand on va parler de ce groupe de taxons, on parlera également de bryophytes, mais avec un B minuscule. C'est une règle donc qui s'applique ici dans la science des mousses, mais qui s'applique également à d'autres branches. Donc on y reviendra dans de futurs épisodes. Et une dernière petite information pour vous faciliter la compréhension de cette vidéo. En haut à droite de votre écran, vous allez voir un petit panneau qui va apparaître. Et lorsqu'un terme sera présenté, l'un de ces trois points, ou deux ou les trois, seront éclairés afin de vous montrer à quel taxon les termes présentés s'appliquent. Tout simplement, voilà, on peut démarrer. Et pour démarrer, il est important de rappeler que la bryologie, les mousses, ce sont des plantes. Mais si au sein même de la botanique, il y a une branche qui s'est créée uniquement pour la spécialisation des mousses, c'est bien qu'il s'agit de plantes uniques en leur genre. Et notamment, cela peut se voir dans la reproduction de ces plantes, qui peut tout aussi bien être sexuée qu'asexuée. En tout cas, pour les mousses qui ont une reproduction sexuée, toutes auront le même schéma, qui va se diviser en deux phases. La phase gamétophyte et la phase sporophytique. Je ne vais pas le détailler parce que de nombreux termes me permettront de revenir dessus dans la suite de la vidéo. Je n'en dis pas plus, tous les autres termes vous permettront de comprendre un peu plus en détail ce schéma. Continuons. Et donc pour continuer sur l'aspect de la reproduction sexuée des mousses, deux choses. Selon les espèces, le porc de la mousse va avoir soit les deux organes, mâle et femelle, ou soit l'un, soit l'autre. Il va y avoir des porcs mâles et des porcs femelles. Dans tous les cas, les organes mâles porteront ce qu'on va appeler des anthéridies, tandis que les organes femelles porteront ce qu'on va appeler des archégones. Des anthéridies vont être produits des gamètes mâles. Ces gamètes mâles sont des gamètes nageuses qui iront atteindre la gamète femelle, donc
situé dans l'archégone afin de réaliser la fécondation et donner le terme suivant de notre biotope, un sporophyte. Le fruit de cette fécondation sera donc le sporophyte ou sporogone, qui est bien plus spécifique pour parler donc du taxon des bryophytes. Ce sporogone est une structure qui va porter en son sommet une espèce de capsule qui va contenir des spores. C'est très important à savoir car chez les mousses, il n'y a pas de graines, uniquement des spores. La capsule qui contient les spores va à un moment tomber, libérer les spores qui vont donc pouvoir errer jusqu'à tomber au sol, trouver un substrat du coup, et développer le prochain terme qu'on va appeler un protonéma. On en est actuellement aux 3/4 du schéma de la reproduction des mousses, reproduction sexuée, et on est à l'instant où le spore a fini de errer dans l'air et vient de se poser sur un substrat. De ce spore va naître une structure qui sera de forme différente selon l'espèce, que l'on va appeler un protonéma ou un protonème. Ce protonème va se développer, et à un moment va voir apparaître sur ce dernier un bourgeon. Parce que oui, malgré toutes leurs spécificités, je vous rappelle que ce sont des plantes. Et de ce bourgeon, on va atterrir à la toute dernière ou la toute première étape du développement de la mousse, selon le sens dans lequel vous le prenez, et on va appeler tout ça un gamétophyte. Et ce gamétophyte, une fois qu'il a atteint un certain stade assez développé, c'est là qu'on peut y reconnaître une mousse comme on peut l'imaginer, même si on s'y connaît pas. Et de ce gamétophyte pourra recommencer tout le cycle sexué que je viens de vous présenter, avec les archégones, les enteridies, le sporophyte et tout le reste. Je pense que j'ai suffisamment parlé des reproductions sexuées chez les mousses, ça aurait presque pu être le nom de cet épisode de Biotope. Pour l'instant, j'ai fini. On va partir maintenant sur des termes un peu plus spécifiques aux différents taxons qui sont compris dans le groupe des bryophytes. En tout cas, j'espère que vous avez compris comment ça fonctionne de manière très simple, j'ai fait de manière très simplifiée. Donc à présent, passons au prochain terme. On a fini la reproduction sexuée, on va passer à autre chose, mais d'abord je fais juste un petit terme sur la reproduction asexuée sur laquelle je ne pouvais pas tout simplement passer comme ça. Alors, les espèces qui se reproduisent de manière asexuée le font notamment grâce à un organe que l'on va appeler propagule. Les propagules, elles apparaissent notamment chez une espèce qui est assez remarquable, qu'on va appeler la lunulaire. J'ai des photos, donc évidemment je prends cette espèce comme exemple. Sur la lunulaire, on va voir qu'apparaissent plusieurs corbeilles. On appelle ça des corbeilles. Dans ces corbeilles vont se regrouper les propagules, qui sont des sortes de petites pièces qui se détachent du corps principal de la mousse et qui seront disséminées à leur tour lorsque le courant sera assez fort pour les entraîner. Ensuite, les propagules vont tout simplement atteindre un autre substrat et de ce substrat pourra se développer une autre mousse. Nous arrivons au 7e terme. Il faut savoir que dans le taxon des marchantiophytes, les mousses qui font partie de ce taxon sont plus communément appelées de manière vulgaire des hépatiques. On retrouve en opposition les hépatiques à tâle et les hépatiques à feuilles. On a donc les hépatiques et on va faire là le petit point histoire parce qu'il faut savoir que ce mot, il provient tout simplement du rapprochement qu'a fait l'humain entre la forme des hépatiques et un organe du corps humain, le foie. Alors, c'est très commun que dans l'histoire humaine, on nomme quelque chose par rapport à sa forme, par rapport à l'humain. C'est très souvent utilisé, même encore aujourd'hui. Et il faut savoir qu'à l'époque, on pensait que de par sa forme, en consommer avait des bénéfices, notamment sur le foie, sur l'organisme du corps humain. Et vous venez de l'entendre, un terme qui doit vous rappeler quelque chose, le terme de tâle. En effet, je l'avais présenté dans le dernier épisode de Biotope, celui qui parlait de la lichenologie. Donc, on peut dire que je triche un peu pour celui-là, mais c'est surtout pour vous montrer la diversité des termes qui peuvent être utilisés dans le monde du vivant. Le terme de tâle est tout aussi bien utilisé pour présenter le corps du lichen que le corps de la mousse, ou des champignons, ou des algues. Voilà, c'est un terme qui est assez large, et sachez que dans de futurs épisodes de Biotope, je pourrais être de nouveau amené, ça peut être récurrent, que dans 2, 3, plusieurs épisodes, je présente le même terme, tout simplement. En tout cas, ce qu'il y a à retenir, c'est que les mousses également ont un thalle. On peut parler d'espèces thalloïdes.
Depuis le début de cette vidéo, aucun terme n'est applicable seulement aux bryophytes au sens strict. Corrigeons ça en parlant des sphènes. Les sphènes sont un petit groupe de mousses qui sont à l'origine d'un habitat que vous connaissez peut-être, que l'on va appeler la tourbière. Les tourbières sont connues en termes de protection de l'environnement pour abriter un grand nombre d'espèces spécifiques à ces milieux, d'où l'importance de les préserver malgré le fait qu'elles soient menacées par le réchauffement climatique, la destruction des habitats et tout ce que l'on connaît comme danger. Eh bien, la production de ces tourbières, il faut savoir qu'on la doit en grande partie à la colonisation des sphènes. En effet, ces petites mousses sont à l'origine d'un des milieux les plus importants en termes de protection de l'environnement quand on veut parler de pérennité et de protection. Et donc ça permet de faire un lien très important entre étude des mousses, bryologie, et la sauvegarde de l'environnement. Ça s'applique donc aux tourbières, mais également à d'autres endroits qui peuvent être classés comme milieux importants selon la présence de certaines espèces de mousses. C'est le cas des tourbières qui sont créées grâce aux sphènes. Pour le dernier terme de cet épisode de Biotope, on va parler d'une capacité du monde vivant dont sont capables les mousses et qui pour moi est une bonne définition de leur groupe. Les mousses sont extrêmement dépendantes des conditions humides de leur milieu. C'est pour ça qu'elles vont privilégier des zones humides comme le bord ou l'intérieur des cours d'eau. Seulement, il arrive parfois que ces milieux s'assèchent et à cet instant, les mousses vont tout simplement rentrer dans une sorte de pause, c'est-à-dire en arrêtant leur métabolisme, en s'asséchant, lorsqu'elles vont s'assécher, et certaines espèces vont aller jusqu'à perdre plus de 90% de leur masse. Elles vont presque devenir invisibles à l'œil nu. C'est déjà fou comme capacité, mais ce qui est encore plus fou, c'est que certaines espèces peuvent attendre le retour de la moindre humidité, par exemple une pluie, pour reprendre leur activité biologique. Je mets ici une espèce que j'ai pu observer sur le terrain et qui peut reprendre son activité biologique en à peine quelques minutes. C'est pour moi une capacité qui définit tout pleinement le groupe des mousses qui sait parfaitement s'adapter à son milieu malgré le fait qu'elles apparaissent souvent comme des êtres vivants basiques. Et ce n'est pas le cas, les mousses sont très évoluées et la preuve avec cette capacité qui leur permet de s'adapter à la sécheresse de leur environnement. Cette capacité, il s'agit de la reviviscence. Nous arrivons au terme de la vidéo et ça n'aura pas été une mince affaire. Alors attention, je ne dis pas que le sujet je ne l'ai pas aimé, au contraire, l'aventure a été très enrichissante et de toute manière j'avais envie de vous proposer cet épisode sur la bryologie, de vous intéresser à cette science et si possible de vous apprendre des choses. J'espère que ça a été fait, mais je pense que vous l'avez vu durant la structure de la vidéo, c'est pas encore le sujet sur lequel je suis le plus à l'aise. Mais j'y reviendrai dans le futur avec j'espère plus d'aisance et sur d'autres termes, en parlant au sens strict ou au sens au large des bryophytes. Avant de faire le clap de fin, j'aimerais, comme dans le biotope précédent, présenter l'ouvrage qui m'aura permis de construire la majorité de cet épisode. Il s'agit des Bryophytes de France aux éditions Biotope, fait par notamment Vincent Hugonneau et Jeannette Laïka Chavoutier. Ce bouquin, bien qu'il soit assez épais, c'est le premier volume qui va vous présenter notamment les taxons des anthocérotes et des hépatiques, et est une superbe introduction au monde de la bryologie. Franchement, c'est très simple à comprendre, malgré que ce soit un bouquin scientifique. C'est une très bonne introduction que je vous conseille si vous voulez vous lancer dans le monde de la bryologie. En tout cas, moi je vais vous laisser, je vous retrouve bientôt dans de futures vidéos sur d'autres sujets. La prochaine sera très importante car elle va marquer le retour d'une série que vous aimez beaucoup, une série très importante sur la chaîne. Pour l'instant je vous laisse, on se retrouve bientôt, c'était Jkubi, à bientôt.